Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Binger, Maxime Thiebaud, Sophie Darel et Trina. Et on vous pose cette question après les terribles inondations qui viennent une nouvelle fois de frapper le sud-est de la France. Pour vous, peut-on contrer les crues à répétition? On vous attend 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours non à 58% pour nos auditeurs votants. Et on a Jean-Paul qui nous dit: il suffirait pour commencer de rendre à la nature les centaines, pour ne pas dire les milliers d'hectares imperméabilisés par la construction de centaines de zones commerciales en fond de vallée afin que l'eau puisse être absorbée par la terre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Boris Véliachef, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les vraies voix sur Sud Radio. Vous êtes architecte et ingénieur en risque majeur. Rémi André est avec nous également, le monsieur météo de Sud Radio. Je vais d'abord, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu hier auprès des secours et des sinistrés. Et voilà ce qu'il a répondu à la question d'un journaliste. Écoutez plutôt. Monsieur le ministre, vous parlez du fait de s'incliner face à la nature. Est-ce que ça revient à dire que les précédents plans d'urbanisme, plans de construction, accords de construction, qui n'étaient donc pas sous votre mandat, mais ont mis en danger des vies comme ça a pu être le cas dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes? Je pense que votre question est idiote, parce qu'elle cherche à chercher des responsables au moment où je vous parle de l'engagement de femmes et des hommes. Je pense qu'il faut arrêter dans cette communication permanente de toujours chercher à désigner des responsables. Mais oui, il y a eu des fautes. Mais cessez de chercher toujours des responsabilités, des coupables. Nous sommes dans une société de la protection. Voilà, pas de responsable, pas de coupable. Une réaction, Philippe Binger, quand vous entendez ça? Mais non, moi je ne suis pas un ennemi compulsif de Christophe. Je trouve mais c'est pas le sujet. Non, mais Christophe, je trouve que dans sa phrase, il n'y a pas qu'une absurdité. Je veux dire, il y a une tendance française à n'être heureuse lorsqu'elle a trouvé des coupables. Et parfois, il n'y en a pas. C'est possible, mais il y a aussi une tendance qui est journalistique et qui effectivement est de poser les questions qui dérangent, même si elles dérangent Monsieur Castaner. Même si elles sont idiotes. Voilà, mais elle n'est pas idiote la question, justement. Je suis désolé de le dire, mais quand on est à la place des gens sinistrés, on n'a pas votre réaction. Et pour Maxime. Pour le coup, souvent les responsables ne sont finalement pas cherchés et rarement sanctionnés. C'est vrai. Souvent dans ces questions-là. Et on sait très bien, et monsieur nous en parlera sur les questions de plan d'urbanisme et autres, qu'il y a eu une urbanisation qui était folle dans le sud de la France et qu'aujourd'hui on paye très cher. Évidemment. Et donc la question est loin d'être idiote. Par contre, la réponse l'est. Alors, non, moi je trouve qu'elle est idiote parce il n'y a pas une immédiateté de la responsabilité. Par principe, il est ministre de l'Intérieur, donc il est responsable devant les Français et le Parlement, et il dit on ne doit pas chercher les responsables. Non, mais il n'y a pas de responsable et il n'y a pas de coupable. Il y a juste des centaines de personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur meuble, etc. C'est dramatique. Mais personne n'est responsable et personne n'est coupable. Alors on est nous-mêmes peut-être responsables et coupables, et on va en parler tout à l'heure avec notre ami Rémi André, parce que oui, l'activité humaine est aussi à l'origine un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Mais quand même, au-delà de ça, les maires qui ont fait tout et n'importe quoi, et on va en parler dans un instant, je suis désolé, mais si on n'avait pas bétonné comme on a bétonné, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais vous avez raison, Christophe. Mais il faut ajouter, alors que les responsabilités sont tellement de longue durée et diluées qu'on ne peut pas prétendre dans l'instant dire voilà le coupable. Bien sûr qu'il y a eu à l'origine des dysfonctionnements, des irrégularités, des imprudences. Mais ben voilà, ça il aurait pu le dire. Mais oui, mais il serait tombé sur mais il est très mauvais comme vous, qui lui aurait demandé immédiatement de désigner le coupable dans l'instant. Allez, Boris Véliachef, évidemment, les situations peuvent être différentes d'une commune à une autre, mais clairement, est-ce que l'urbanisme dans le Var et les Alpes-Maritimes est en partie responsable des drames que vivent les gens dans ces départements? Certes, c'est un facteur aggravant. Bon, il y a d'autres facteurs, mais c'est une partie des facteurs aggravants. Le fait d'avoir imperméabilisé certains sols. Bon, dans le cas des inondations actuelles, il y a aussi des sols qui étaient saturés, donc ça aurait peut-être pas changé tant que ça. Mais par contre, ça garde l'eau et ça évite à l'eau de s'évacuer. Et donc ça provoque une inondation supérieure à la normale. Oui. Alors justement, moi je voyais une habitante du Muy ce week-end qui disait à tel endroit autrefois, il n'y avait pas de maison.
et on a tout bétonné. Aujourd'hui, résultat, quand il pleut, l'eau ne s'évacue plus parce que non seulement l'eau monte et arrive à un moment dans le jardin, dans la maison, etc. Mais elle ne s'évacue plus. Non, mais c'est ça le problème numéro 1 de cette histoire, en tout cas, du bétonnage. Bien sûr. Dans certains lieux, particulièrement dans certaines communes où il y a eu une certaine urbanisation, c'est certain que c'est un facteur aggravant et que ça peut entraîner des catastrophes de ce genre-là. Ouais. Tout le monde veut sa maison. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé dans ces régions, souvent. C'est des régions qui sont formidables, on a envie d'y vivre, on a envie d'avoir un bout de jardin. Tout le monde veut sa maison, donc on fait pression sur qui, à votre avis? Sur les maires. Il y a une pression, et pour se faire réélire en plus, c'est compliqué pour un maire de dire non aujourd'hui lorsqu'il a une demande de permis de construire, même dans un endroit qui peut être limite, on va dire. Alors, à votre avis? Il y a certainement de la faute de certains élus. Mais il y a aussi des promoteurs, il y a aussi des opérations qui se sont faites. Il faut savoir qu'il y a une grande partie de ces gens-là. Parfois, il y a des arrangements entre les maires et les promoteurs, d'ailleurs. Faut pas le dire aussi. Ça, on en a entendu parler. Oui. Non, mais... C'est l'histoire économique derrière. Mais il y a une grande partie de ces gens qui sont sinistrés aujourd'hui qui n'ont pas été mis au courant du fait qu'ils étaient en zone inondable. Il faut le savoir aussi. Donc, il y a des gens, c'est pas leur métier, c'est pas leur formation, ils sont pas censés tout savoir. On n'est pas censé être au courant de tout. Et c'est vrai qu'il y a des abus de ce côté-là. Non, mais si c'était en zone inondable, il fallait pas que ce soit des terrains à bâtir, justement. C'est ça le problème. Qui donne l'autorisation pour les terrains à bâtir? Le maire. Bien sûr. C'est le maire. Oui. Oui, c'est le maire. Donc, pardon, mais il y a quand même un problème quelque part par rapport aux édiles locaux. Sur un cadre législatif aussi. C'est-à-dire que derrière, il faudrait regarder le Parlement. Il y a eu la loi littorale qui était quand même assez borderline. On voit derrière les lobbyistes qui ont énormément influencé sur le cadre légal. Et ensuite, les maires sont aussi contraints des fois d'autoriser des constructions alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne devraient pas, mais parce que derrière, le juge administratif risque d'annuler la décision qu'il considère comme illégale. C'est un peu le même problème. On voyait récemment d'ailleurs par exemple des maires qui pleuraient devant des champs d'agriculture parce qu'il y a des pesticides que les agriculteurs mettent dessus. Oui. Ils se faisaient filmer, interviewer devant des écoles et des lotissements, mais qui c'est qui a distribué les permis de conduire, les permis de construire, de ces lotissements et des écoles. C'est bien sûr. Les champs étaient là avant. Les champs étaient là avant, effectivement. Et les maisons sont venues se construire juste à côté des champs de blé, de maïs, et ainsi de suite. Certaines communes, ça arrive maintenant, rachètent ces maisons pour les détruire et puis finalement tout remettre en verdure. Est-ce qu'il faudrait le faire de plus en plus, à votre avis, pour essayer de résoudre un minimum ce problème, quoi? Alors tout remettre en verdure, peut-être pas. Maintenant, on fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Il y a beaucoup d'innovations qui font qu'on rend les sols, même en les construisant plus perméables. Ça se fait. Il y a des projets d'urbanisme maintenant. Les techniques ont été évoluées. Il y a même des projets qui ont été récompensés pour ça. Donc on peut construire sur un sol et le laisser perméable. C'est qu'il faut désimperméabiliser les sols. Il y a une façon de construire jusque dans les années 80 et 90, même récemment, qui fait qu'on imperméabilisait complètement les sols et maintenant on sait faire différemment. On sait même le traiter en toiture, etc. Donc il s'agit de suivre. Il y a des plans de prévention pour ça. Il s'agit de commencer à reconstruire mieux adapté en fait à cette situation. Mais ça veut dire quoi? Comment on s'y prend? Par exemple, on a des fondations de maisons qui sont moins profondes. Alors ça peut se traduire comment concrètement pour qu'on comprenne bien? Dans un sol qui est saturé en eau, généralement, comme il risque d'y avoir un petit peu un phénomène de plus ou moins de liquéfaction des sols, vaut mieux avoir des fondations plus ou moins profondes. Mais ça dépend du poids de la construction, etc. Pour une maison, on va peut-être pas souvent passer par des fondations profondes. C'est une construction un peu trop légère. Mais par contre, il y a ce problème-là. Donc il y a le fait de ne pas bétonner ou goudronner les sols, de ne pas les rendre imperméables, donc de laisser l'eau s'infiltrer dans les sols. Il y a aussi des constructions qui sont adaptées avec des sous-sols, par exemple, qui permettent à l'eau de rentrer et de s'évacuer par des sous-sols qui sont pas imperméables. D'accord. Donc ça permet de faire des poches. Des sous-sols qui sont prévus réellement à cet effet. Voilà, quoi. En cas d'inondation, ça va stocker l'eau à l'intérieur des sous-sols et ça va la résorber progressivement par absorption. Mais ça c'est récent en fait. Oui, c'est quelque chose qui va se faire ou ça existe déjà? Alors ça existe déjà, il y a déjà des projets qui ont été faits. Bon, il y a plein de solutions, je vous en ai cité que quelques détails. Mais là par exemple, ces solutions, non mais c'est intéressant ce que vous dites, mais ça veut dire quoi? Que le coût de la maison après ou de l'immeuble est plus important parce qu'on fait ce genre de choses? Pas forcément, c'est une façon de les construire. C'est pareil pour le parasismique, c'est pareil pour il faut pas croire systématiquement que c'est plus cher parce qu'on construit comme ça. C'est une façon différente de concevoir le bâtiment et de le construire dès le départ. Entre nous, et d'ailleurs Burgat en parlait, notre correspondant tout à l'heure, les maisons, c'est pour certaines la deuxième, la troisième fois qu'elles sont inondées.
elles ne valent plus rien du tout. Là, c'est terminé pour ces maisons. Là, c'est une catastrophe pour les habitants quand même. Ça, c'est une catastrophe et c'est dramatique pour ces personnes. Comme je disais, d'autant plus qu'il y a une bonne partie qui n'était pas au courant du fait même qu'elles étaient dans une zone comme ça. Donc elles perdent tout, c'est toute leur vie. C'est comme un incendie, c'est terrible. Et les assurances dans ces cas-là fonctionnent pas. Je veux dire, il n'y a pas. C'est un cas de force majeure ou... Alors, ça faudra regarder chaque contrat au cas par cas. Mais c'est vrai que dans certaines zones inondables, maintenant les assureurs eux-mêmes vont arrêter d'assurer. Donc ça pose un réel problème parce que ce sont les habitants qui vont être les victimes dans ce cas-là. Qui sont déjà les victimes. Ils sont déjà les victimes. Ils sont déjà les victimes, doublement les et en victimes. plus, ils vont être doublement les victimes. Donc il est urgent de faire quelque chose. Maintenant, il y a une chose à savoir, c'est que la résilience, comme on appelle ça, c'est-à-dire que le fait de résister à des risques majeurs, c'est pas une chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est un travail à long terme, puisqu'il faut réurbaniser ces communes, il faut justement voir le problème de la perméabilisation des sols, il faut peut-être mettre des équipements particuliers aussi pour que le ruissellement des eaux soit pas aussi important. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Par exemple, au-dessus d'une commune qui a été énormément inondée, la Roquebrune par exemple, là il y a des études qui ont été faites et c'est tout à fait possible. Ça dépend de la topographie bien sûr, donc il faut voir ce qu'on peut mettre comme équipement. Mais par exemple, ce qu'on appelle un bassin d'expansion, c'est-à-dire qu'on va mettre une zone, généralement souvent boisée d'ailleurs ou agricole, ou qui permet d'absorber les sols et qui en plus permet à l'eau, quand elle arrive en grande quantité, de s'étendre et de s'épandre sur une grande surface. Ce qui fait que ça réduit le débit et ça réduit le niveau de l'eau aussi. Donc ce sont des choses qu'on fait par exemple en amont d'une commune. Après il y a des systèmes. C'est un peu comme les bassins d'orage, mais là sur une grande quantité. Quoi. Voilà, donc il y a des solutions comme ça. Il y a des solutions de digues, il y a pas mal, il y a des solutions de réservoirs aussi, de manière à essayer d'éviter. Il y a des solutions de surélévation du sol aussi à certains endroits. On parle beaucoup d'inondations là dans le Var, puisque ça s'est passé dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Mais la pluie, elle est un peu partout aujourd'hui. Il y a encore une alerte orange maintenant en Gironde, etc. Est-ce que par exemple la capitale pourrait être touchée? On parle régulièrement de cette fameuse grande crue tous les 100 ans. Est-ce que ça va nous arriver sur le coin de la figure un jour? Crue centenale, ça ne veut pas dire une crue qui a lieu tous les 100 ans. C'est une crue qui pourrait arriver tous les ans. C'est une crue qui a 1% de chance d'arriver par an. Et comme une crue décennale, c'est une crue qui a 10% de chance d'arriver par an. C'est pas une crue qui a lieu tous les 2. Donc on peut en avoir 3 d'affilée. Donc là on a eu de la chance, on n'en a pas eu depuis plus de 100 ans. Mais elle pourrait arriver. On a eu quelques alertes là récemment. Mais vous y croyez? Vous croyez qu'un jour la capitale pourrait à nouveau être sous les eaux? Ah tout à fait. Il faut savoir qu'il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer de réduire certains risques en cas de crue moyenne ou crue assez importante, mais on l'a vu, ils servent, mais enfin au bout d'un moment ils sont saturés, ces bassins de rétention, etc. qui ont été construits au nord. Donc s'il y a vraiment un phénomène exceptionnel, il est tout à fait possible que la crue de 1910 ait lieu à nouveau. Allez, on poursuit le débat dans un instant. Vous allez pouvoir poser évidemment toutes vos questions. Les terribles inondations qui viennent une nouvelle fois de frapper le sud-est de la France. Pour vous, peut-on contrer les crues à répétition? On vous attend 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours non et ça augmente. On est passé à 60%. On a le tweetos Gardez raison qui nous dit nous sommes capables de diriger les eaux. Il faut juste en donner les moyens et arrêter de rendre les zones inondables constructibles. Allez, on va demander son avis à Rémi André qui est avec nous dans un instant. Et puis vous êtes également présent au standard. À tout de suite. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec la suite de notre débat et ces terribles inondations qui viennent une nouvelle fois de frapper le sud-est de la France. Cette question évidemment, pour vous, peut-on contrer les crues à répétition? On vous attend bien sûr au 0826 300 300. Bernard, à ton standard et on va l'entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, c'est toujours le nom qui l'emporte à 60%. On a Drira qui nous dit laissez la nature reprendre ses droits. Bernard des Pyrénées-Orientales est avec nous, je le disais, au 0826 300 300. Salut Bernard. Oui, bonjour à vous, les vraies voix, Christophe Bordet. Oui. Et mon ami Philippe Bilger. Ah, il est là. Ah, il est là. Il est bien là, Philippe Bilger. Il disait que vous aviez une très belle voix, Bernard. Oui, une voix de radio. Écoutez, je vais vous dire, vous allez sur YouTube et vous verrez ce que je fais. J'ai que des chansons qui traitent un peu de tout ça, de la bêtise humaine. Alors là, vous en avez fait combien des chansons? 1 million. Là, il y a de quoi faire. Hein. Vous pouvez faire des albums et des albums avec la bêtise humaine. Hein. C'est pas ce qui manque. Oui, voilà, mais je veux pas vous faire perdre votre temps. Moi, si vous voulez, j'ai des cas précis. Bon, le premier, on va faire vite. J'étais pas encore directeur de station. J'étais cadre sur une station de ski. Parce que là, vous êtes directeur de station de ski, c'est ça?
Oui. Où ça? Et on m'avait demandé, moi j'étais cadre, j'étais pas encore directeur, je suis passé par la suite, et on avait forcé la main pour faire des téléskis dans des endroits improbables, parce qu'il y avait au départ un immeuble à construire, vous voyez. Ouais. C'est-à-dire on met la charrue avant les bœufs. Mais voilà, qui vous avait forcé la main? Qui vous avait forcé la main? Ah ben c'est-à-dire il y avait un promoteur qui était là, et présent, on a coupé 5000 arbres, c'est passé à la télévision, il y a eu un scandale dans les années 80 là. 5000 arbres. Dans les Pyrénées-Orientales. Bon. Voilà. Donc ça c'est la petite anecdote, refermons la parenthèse, mais l'autre c'est parce que j'ai pas peur de le dire à haute voix, de toute façon maintenant c'est les vraies voix, et en plus je veux dire de partout maintenant ça tire de partout, la vérité sort un petit peu quand même, à force, et donc moi j'ai fait une loi de Robien, c'est-à-dire la défiscalisation, je peux dire où en Dordogne, notamment sur la commune de Terrasson, et on nous a fait, bon bien sûr on cherche des pigeons à 500-600 km de là, comme ça on fait confiance, on achète sur plan, et puis quand on s'aperçoit, il y a des inondations, bien sûr ce sont des placements locatifs, voilà, modestes, hein. Et donc on s'est aperçu que la résidence était construite sur des nappes phréatiques, donc je persiste à dire que l'homme peut arrêter ça, c'est simplement celui qui commande. J'ai entendu un de vos auditeurs, vous invitez, qui disait, il y en a un qui commande. Qui est-ce qui commande? Ben, c'est l'enveloppe, le bâtisse qui commande, voilà. Oui, c'est ça, c'est clair. Non mais quelque part c'est dramatique quand même. Quelque part c'est dramatique. Parce que vous savez que moi je connais d'autres communes où ils ont décidé d'arrêter les constructions, tout simplement. Voilà, il y a des communes en France où le maire décide d'arrêter les constructions. Il dit maintenant, ça suffit. On ne peut plus se permettre d'eux, d'autant plus que quand il faut construire, suivant vous êtes, dans quelle zone vous êtes, derrière, ça veut dire donc évidemment qu'il y a des habitants qui arrivent, qui ont des enfants, il se trouve qu'il n'y a pas forcément eh bien, les loisirs nécessaires pour les gamins, etc. Et au bout d'un moment, la commune, elle explose, elle n'y arrive plus. Et donc, il y a des maires qui disent, on arrête les constructions. Et je pense que c'est important quand même. Il y a un problème quand même, c'est l'intercommunalisation, c'est-à-dire qu'on transfère la compétence aux intercos, à des bureaucraties qui sont encore plus soumises aux promoteurs. Donc, donc Rémi André est avec nous. Alors mon cher Rémi, quand même, je regardais quelque chose. La pire catastrophe due à ces intempéries ou à des intempéries du même type, c'était en 1940 dans le Var. 1940. Alors aujourd'hui on nous dit ah oui mais le changement du climat, etc. Bon, très bien. Sauf que en 1940, il avait plu encore plus que ce qui a plu pendant ce week-end, et les conséquences avaient été largement plus importantes, avec des maisons qui s'étaient écroulées, le bâti n'était pas le même non plus, bien évidemment, etc. Tout ça n'est quand même pas nouveau, Rémi. Alors c'est loin d'être nouveau, et vous parliez donc du Var, mais dans les Cévennes en 1958 on a eu également des inondations remarquables, peut-être même au-delà de ce que l'on a connu dernièrement dans le secteur. Donc en fait ce n'est pas d'aujourd'hui, mais vous savez, je vous écoutais avec intérêt depuis tout à l'heure, car il fut un temps où les hommes observaient d'abord la nature et construisaient là où ils en avaient besoin, c'est-à-dire soit sur les sommets, c'est ce qu'on appelle les puits, le puits l'évêque, le puits envelé, etc., etc., ou alors on construisait au bord des rivières. Regardez, Marseille, au bord, c'est un port, c'est la rivière, mais c'est également surtout la mer. Vous avez Lyon au bord du Rhône, Paris au bord de la Seine, Toulouse au bord de la Garonne, etc., etc. Donc, dans le temps, on savait ce que l'on faisait avant de s'installer, et on savait aussi qu'on prenait quelques risques. Aujourd'hui, eh bien, c'est pour ça que je vous écoutais avec intérêt. Mais aujourd'hui, on veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, pour être clair. Et on veut continuer à transformer, c'est-à-dire que l'être humain, lui, continue à dire, c'est moi le plus fort, je vais encore transformer, je vais trouver des solutions. Or, quand vous le disiez, eh bien, ça existe depuis toujours. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de changer également, et c'est là que la donne est en train de changer. Savez-vous que la Méditerranée est le lieu qui, en termes d'augmentation de température moyenne, augmente 20% de plus que le reste de la planète, un petit peu comme l'Antarctique et l'Arctique. C'est-à-dire que on est dans un secteur très peuplé où la Méditerranée est très polluée et on a une augmentation encore plus forte. Mais qui veut dire que la température de l'eau augmentant, c'est une humidité plus forte dans le secteur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a de plus en plus donc de phénomènes cévenols et méditerranéens, et qui donnent de plus en plus d'eau. C'est-à-dire que pour être clair, donc il y a beaucoup d'humidité qui s'évapore, qui monte vers le ciel. Ça crée donc des perturbations qui sont de plus en plus fortes et qui se retrouvent un petit peu bloquées, si je puis dire. Et l'eau se retrouve bloquée aussi parce que la Méditerranée elle-même, lorsque ça arrive, est très agitée et l'eau ne peut pas s'évacuer. Exactement. Et lorsqu'on a du vent de secteur sud comme
ça a été le cas lorsqu'une dépression se crée dans le golfe de Gascogne, eh bien, de Gascogne, oui, mais également sur le golfe du Lion, eh bien, ça accélère le mouvement et les quantités d'eau sont plus fortes que ce que l'on aurait ou que l'on aurait eu il y a de ça 100 ou 200 ans. Ça veut dire quoi? Que ces épisodes méditerranéens vont être de plus en plus fréquents? Alors, c'est marrant parce que c'est toujours les paradoxes. Hein. Quand on a des épisodes méditerranéens, ils sont plus intenses et actuellement ils sont plus nombreux. Mais globalement, à l'avenir, dans les 50 ans qui viennent, et si on suit justement les observations qui sont faites, eh bien globalement, on aura moins d'eau autour de la Méditerranée. Oui. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que quand elle va tomber plus fort de temps en temps et elle va donc tout ruisseler, mais que globalement, il y aura moins d'eau autour de la Méditerranée. Philippe Bilger, une question rapide. Rémi, je voudrais en revenir au problème des responsabilités qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'à l'origine de ces processus délétères, est-ce qu'on peut dire que les gens pouvaient connaître les suites nécessairement préjudiciables à la vie ou pas ? C'est-à-dire que d'abord on observait la vie, puis ensuite on s'y adaptait. Aujourd'hui, on essaie de tout modifier, mais vous savez, le problème des responsabilités, c'est qu'on a une pression sociétale, dans le sens où aujourd'hui tout le monde va se concentrer sur les villes ou sur les endroits qui sont les plus favorables. Vous parliez tout à l'heure de la Côte d'Azur. Donc tout le monde a droit à sa place au soleil, et donc on essaie de faire une place à tout le monde. Et ce qui fait que l'urbanisation est galopante. Alors qu'il y a des coins dans lesquels vous pouvez y aller, hein, il pleut tout autant, aller sur le Pays Basque par exemple, il pleut tout autant et on a moins d'inondations. Remarquez dans le Pays Basque, lorsque la Dour déborde, il déborde et ça a été le cas dernièrement. Ouais. Boris Veliachev, pour terminer, on reverra encore ce genre d'événement, bien évidemment. Ah, bien sûr, on va le revoir et comme ça a été dit, avec le réchauffement climatique d'ailleurs, ça le montre de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être pas plus nombreux parce que en fait on s'est aperçu par les statistiques que le chiffre est à peu près, ça varie toujours chaque année. Ouais. Des années aussi. Ouais, entre septembre et décembre, il y en a 3-4 épisodes méditerranéens. Il y a même des années où il y en a eu 9, etc. Oui, donc il y a des années exceptionnelles, mais par contre en intensité, il s'avère que ça risque d'être beaucoup plus important. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, Boris Veliachev, pour éclairer notre lanterne. Bien sûr, merci à Rémi André qu'on va retrouver dans un instant. Le résultat de notre débat: inondation. Pour vous, peut-on contrer les crues à répétition? Résultat sur les réseaux sociaux. Trina? Bien c'est non, à 60%. Allez, on se retrouve dans quelques instants, bien évidemment, avec les infos. À tout de suite.